Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la formation de formateurs pour le domaine de la maintenance du véhicule particulier. Donc, je suis Sophie Dost, responsable des opérations formation de formateurs au sein du service accompagnement des établissements et mobilité européenne. Je suis accompagnée par Myriam Serhan, qui est responsable de formateurs également pour la NFA. Lors de cette présentation, donc, Serge Cabanel, responsable projet pour la formation de formateurs chez Mobipolis, interviendra avec 5 experts métiers pour vous présenter les nouvelles formations et les formations mises à jour au catalogue 2026-2020. Micro sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans la conversation. Myriam et les experts métiers de Mobipolis vous répondront, soit dans la conversation, soit à l'oral à la fin du webinaire, s'il nous reste un peu de temps. Le webinaire donc, est enregistré, il sera disponible sur le site R2F, les documents du webinaire. Pardon, Sophie. Pour rappel, donc, Sophie, pardon, Sophie, tu bugs. Oui. Le son bug. Il y a des bugs dans on t'entend mal. Un petit peu. Donc, oui, je vous disais, donc le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur le site F2F avec les documents de présentation du webinaire. Donc, on vous rappelle, voilà, notre site qui est dédié à la formation de formateurs, donc f2f.anfa-auto.fr. Donc, pour chaque formation sur le site, vous retrouverez le contexte, le public, la durée de la formation, les prérequis et les objectifs de formation, ainsi que la fiche formation qui est téléchargeable et les parcours de formation. Donc, je vais laisser la main à Serge Cabanel, donc responsable de l'AF2F au sein de Mobipolis et aux experts métiers de Mobipolis pour vous présenter les actualités de l'AF2F en maintenance VP. Merci Sophie. Je vais être assez simple. Bonjour à tous tout d'abord. Bienvenue à ce webinaire. Alors, je suis Serge Cabanel, je suis responsable projet du dispositif de formation de formateurs au sein de Mobipolis. Donc, notre objectif, collaborer étroitement avec la NFA pour faire évoluer ce catalogue de formation. Alors, rapidement, je vais prendre très peu de temps. Mobipolis est positionné dans ce catalogue de formation, surtout sur deux grands secteurs qui sont la maintenance et la carrosserie peinture, aussi présent bien sûr un peu sur le commerce, etc. Mais on peut dire que la grande majorité de nos actions se situent dans ces deux grands domaines qui sont un peu notre cœur de métier. Je vais demander la diapo suivante, s'il te plaît, Sophie. Merci. Alors, c'est un catalogue de 70 formations. Comme vous le voyez, différents formats. Je disais un catalogue qui se veut assez exhaustif. Chaque formation de ce catalogue est adaptée à l'ensemble des niveaux d'enseignement. Je prends un exemple, c'est important. Prenons un stage, par exemple, boîte de vitesse robotisée. Ben, il y a un stage boîte de vitesse robotisée, comme tous les stages, va être adapté à des enseignants qui peuvent enseigner sur plusieurs niveaux, du CAP, Bac Pro, BTS, voire les titres de la branche comme les CQP ou les titres à finalité professionnelle. Donc l'objectif, c'est dans chacune de ces formations, d'aborder, selon les technologies, effectivement, des domaines tels que l'entretien, la maintenance, le contrôle, le diagnostic. Je vais demander la diapo suivante, s'il te plaît. Sophie. Une finalité importante, vous l'avez compris, c'est bien sûr, au-delà de la formation de formateurs, cette finalité, c'est transférer la transférabilité de ces contenus auprès des jeunes. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, avec la diapo suivante, Mobipolis, notre objectif modeste, c'est de concevoir, de construire ces formations sur un modèle tripartite qui est très important pour nous. Bien sûr, de l'expertise métier,
où des experts ici présents avec leurs équipes vont expérimenter sur les véhicules des mesures, des pannes, etc. pour développer des exercices pratiques lors de ces formations, mais aussi une construction pédagogique. Je ne vous apprends rien, avec des experts, des ingénieurs pédas qui travaillent en collaboration avec des experts métiers. Et nous nous appuyons aussi, puisque les experts sont demandeurs aussi de production digitale, ça peut être des médias, des vidéos, etc., qui vont contribuer à la qualité de ces formations. Sophie, voilà, donc des exemples au-delà de ça, donc nous faisons aussi, nous avons la chance, voilà, dans ce tripartite de pouvoir produire des productions un peu innovantes qui sont des montages, des vidéos avec des incrustations, des messages particuliers. Et vous allez voir, je vais en revenir sur la finalité de ces productions. Cette finalité tripartite, je disais, c'est bien sûr bien former les enseignants et les formateurs, qui sont les apprenants que nous évoquons, et bien sûr dans l'objectif de bien former les jeunes qui vont devenir les futurs professionnels et qui, dans leur parcours professionnel, vont suivre aussi des formations continues et pour certains devenir dans leurs entreprises, peut-être tuteurs de jeunes en entreprise et aussi de futurs enseignants et formateurs. Donc on est vraiment dans une boucle. Alors ces productions, elles sont importantes. Il ne faut pas qu'elles restent, je dirais, sur une étagère. Donc l'ANFA, grâce à son LMS, c'est-à-dire la plateforme accessible à distance, que ce soit pour les personnes inscrites en formation blended, e-learning ou voire même présentiel, eh bien, ces ressources sont disponibles et téléchargeables, sélectionnées bien sûr. Ça peut être des vidéos, ça peut être des TP. Charge à chacun des enseignants et des formateurs ayant suivi la formation de s'approprier bien sûr ces productions et de préparer le transfert auprès des jeunes. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la parole à Myriam pour introduire un petit peu la partie des experts et je vous souhaite un bon webinaire. Merci à vous. C'est bienvenu. Donc, on va vous donner rapidement quelques chiffres clés pour 2025 en maintenance VP. Donc, il y a eu 165 stages déployés sur l'ensemble du territoire avec 1627 stagiaires et 385 qui ont suivi des formations à distance. Le taux de satisfaction est plus que satisfaisant. Donc, on est à 4,7 sur 5 pour le Mobipolis avec un taux de réinvestissement estimé à 93%. Pour cette année, donc pour les formations qui seront déployées en 2027, nous aurons 4 nouvelles formations donc, que les formateurs vont vous présenter et 5 formations actualisées, soit pour des raisons de mise à jour ou de nouvelles réglementations. Donc, je laisse la parole au premier expert qui va nous présenter, donc c'est Eric, et qui va nous présenter la thématique de gestion moteur. À toi la parole, Eric. Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Eric Doma, je suis concepteur dispositif de formation chez Mobipolis et je suis responsable de la gamme des produits en lien avec les motorisations thermiques et les systèmes de dépollution. Voilà, donc on peut passer à l'écran suivant. Voilà, donc sur cet écran, vous retrouvez le parcours gestion moteur qui est assez dense. Il est constitué de 3 paliers. Alors, de bas en haut, les fondamentaux, avec des formations présentielles, mais aussi plusieurs formations distancielles. Au milieu, le niveau expertise, constitué principalement de formations présentielles et notamment de couleur verte, les formations en lien avec les énergies alternatives, à savoir le GPL et le GNV, le superéthanol 85, mais aussi l'hydrogène. Voilà. Et donc, le dernier palier tout en haut, il s'agit du diagnostic constitué uniquement de formations présentielles. Voilà. Donc, je tenais à préciser que les fondamentaux ne sont pas un sous-niveau. Il s'agit de formations très techniques qui traitent de thématiques en constante évolution et qui sont présentes dans la majorité des référentiels
de formation, donc aussi bien les certifications de branche que les diplômes de l'éducation nationale. Voilà, donc le premier produit que je vais vous présenter se situe dans les fondamentaux. Donc vous l'apercevez de couleur rouge. Il s'agit de la FAD DCR et donc il s'agit d'une nouvelle formation, donc d'une création. Voilà, on peut passer à l'écran suivant. Parfait. Merci. Donc cette formation DCR, il s'agit d'une formation distancielle de 40 minutes qui traite du fonctionnement des systèmes d'injection diesel command rail. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une création, donc de nouveaux produits. Alors, pourquoi cette création? Il n'y avait plus de formation proposée sur la thématique de l'injection diesel dans le catalogue F2F. Pourtant, cette technologie est bien présente sur de nombreux véhicules diesel en circulation. Il faut savoir qu'un véhicule sur deux dans le parc roulant actuel est doté d'un moteur diesel. Il s'agit donc d'une technologie bien présente, mais aussi très complexe et qui évolue également constamment. Voilà. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail du contenu de cette formation. Premier point, il s'agit d'une formation très ludique au format vidéo learning. Elle va donc intégrer des vidéos, mais aussi des visuels interactifs et des quiz. Il faut savoir qu'un document de synthèse pourra être téléchargé à la fin de la formation. Il pourra aider les formateurs, notamment pour la préparation et la conception de leurs séquences pédagogiques. Second point, cette formation traite du fonctionnement de toutes les générations de systèmes command rail. Oui, on peut rester sur l'écran précédent, Sophie, c'est pas gênant. Les contenus techniques sont en phase avec le parc roulant, mais ils traitent également des dernières générations de technologies équipant les véhicules les plus modernes. Voilà. Troisième point, cette formation s'adresse à tous les formateurs et pas uniquement aux formateurs peu expérimentés, hein. Et puis, je rappelle et j'insiste sur le fait que les contenus présents dans cette formation permettront aux enseignants de construire des cours avec des visuels de qualité et surtout avec des visuels en phase avec des technologies actuelles. Voilà, donc là, on peut passer à l'écran suivant. Voilà, merci. Voilà, donc cet écran est là simplement pour illustrer un petit peu le rendu de cette formation au format vidéo learning. Ce sera donc une alternance entre des phases d'explication et de transition réalisées par un intervenant. Donc c'est la photo que vous voyez sur la partie droite de l'écran. Et des phases intégrant des contenus de type pop-up. Donc ça pourra être des vidéos au format 2D ou bien des quiz ou bien encore des exercices interactifs. Voilà, donc je rappelle une formation à distance très ludique et très interactive. Voilà, donc on va pouvoir passer à l'écran suivant. Voilà, donc on revient sur le parcours gestion moteur. Le produit que je vais vous présenter maintenant se situe également dans les fondamentaux. Donc il est identifié couleur rouge. Il s'agit de la FAD DDE6. Et comme pour la formation précédente, il s'agit d'une création, donc d'une nouvelle formation. Alors, on peut passer à l'écran suivant. Parfait. Donc, cette formation DDE6, il s'agit d'une formation distancielle de 45 minutes qui traite du fonctionnement des systèmes de dépollution Euro 6 qui équipent les motorisations diesel. Alors, cette formation a pour objectif d'intégrer l'ensemble des systèmes de dépollution liés à la norme Euro 6. Les systèmes sont nombreux. Je vais les détailler rapidement. On peut citer le GR basse pression, le piège anox, ou encore le système SCR, faisant appel notamment aux produits AdBlue. Alors, ces technologies de dépollution aussi sont complexes. Elles sont présentes sur tous les véhicules diesel commercialisés depuis 2016. Ces technologies ont évolué pour s'adapter aux différentes déclinaisons de la norme Euro 6. Voilà, donc l'Euro 6C, c'était par exemple 2017, puis il y a eu l'Euro 6D, donc évolution des technologies, puis l'Euro 6D final, qui est la version actuelle du règlement en vigueur. Voilà, je vais détailler un tout petit peu plus le contenu de cette formation. Premier point, il s'agit d'une formation qui intègre des vidéos 3D
très technique, mais aussi pédagogique. Comme pour la formation précédente, pardon, un document de synthèse pourra être téléchargé en fin de formation et ça pourra aider les formateurs pour la préparation et la conception de leur séquence pédagogique. Voilà. Second point, cette formation traite du fonctionnement de tous les systèmes de dépollution Euro 6. Donc, c'est assez dense, et donc c'est tous les systèmes que j'ai cités précédemment. Voilà, donc les contenus techniques sont en phase avec le parc roulant, mais ils traitent également des dernières technologies qui équipent les véhicules dernièrement commercialisés. Voilà, on peut rester sur cet écran. Voilà, donc sur cet écran, cet écran permet d'illustrer un petit peu cette formation. Ce sera donc une alternance entre des schémas techniques, des exercices formatifs, mais aussi des vidéos 3D, comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran. Donc la vidéo de gauche, par exemple, traite du fonctionnement chimique du catalyseur SCR. Donc c'est le fameux catalyseur qui utilise le produit AD Blue. Voilà, donc pour conclure sur ces deux formations à distance, à savoir la FAD-DCR que je viens de présenter précédemment et la formation FAD DDE6, elles permettent une optimisation du temps de formation. Bien sûr, elles ne génèrent pas de temps de déplacement. Les contenus sont facilement réutilisables par les enseignants. Alors, je n'ai pas dit que de les réutiliser tels quels, hein, de réutiliser les contenus de ces e-learning tels quels avec les jeunes apprenants, mais par contre, le formateur peut, par exemple, diffuser et commenter une vidéo ou bien réutiliser les questions présentes dans les exercices ou dans les quiz. Voilà, donc ce sont vraiment des formations qui permettent d'aider les enseignants dans la construction de leur séquence pédagogique. Juste une petite question, Eric. Donc, les vidéos, elles seront bien téléchargeables pour pouvoir être réutilisées auprès des jeunes. Voilà, oui, tout à fait. On fera tout pour qu'elle soit détachable du e-learning et qu'elle puisse être réutilisée par les enseignants et qu'elle puisse être diffusée et commentée par les enseignants lors de leurs animations. Voilà, donc on revient effectivement parfait sur le parcours gestion moteur. Voilà, le produit que je vais vous présenter maintenant est positionné dans le niveau expertise, donc au milieu, elle apparaît couleur rouge. Il s'agit de la formation FTIIG et donc il s'agit d'une mise à jour d'une formation existante. Voilà, on peut passer à l'écran suivant, parfait. Alors, il s'agit d'une formation présentielle de 3 jours qui traite de la bicarburation essence GPL et essence GNV. Voilà, donc, elle intègre notamment la manipulation d'un véhicule. Donc, manipuler un véhicule GPL ou d'un véhicule GNV, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir lire le niveau de carburant, par exemple, le niveau de carburant GPL, savoir permuter du carburant GPL au carburant essence, par exemple, ou bien encore savoir faire le plein de carburant GPL, qui est une opération un petit peu spécifique. Cette formation intègre également les règles de sécurité. Donc, c'est un peu le cœur de la formation, hein. Donc, je vais y revenir tout à l'heure sur l'écran suivant. On traite également dans cette formation la consignation d'un véhicule. Donc, c'est un petit peu comme pour les véhicules électriques, hein. Il s'agit de mettre en sécurité le véhicule pour intervenir sur le circuit de carburant GPL. Voilà. Et puis, dernier point, on abordera également dans cette formation la vidange d'un réservoir de carburant GPL ou GNV. Donc, ça consiste en fait à retirer le contenu du réservoir pour intervenir dessus, donc pour remplacer des éléments présents sur ce réservoir. Voilà. Donc, je vais détailler un petit peu le contenu de cette formation. Tout d'abord, je tenais à préciser, à rappeler qu'il existe un parc roulant de véhicules GPL bien présent et surtout que les constructeurs, notamment Renault, Dacia, mais aussi Mitsubishi, commercialisent toujours une gamme complète de véhicules GPL. Voilà, donc je rappelle également que ces technologies GPL et GNV sont reconduites dans le référentiel du titre TEAVA et que le volume horaire est relativement conséquent et que cette formation doit intégrer beaucoup d'activités pratiques. Voilà, donc cette mise à jour a été l'occasion pour nous de revoir un petit peu les méthodes d'intervention, pardon, qui ont évolué récemment, et notamment la fameuse procédure de vidange des réservoirs.
Donc, il faut savoir qu'on pratiquait auparavant la vidange des réservoirs par brûlage, ce que l'on appelle couramment le torchage. Alors, cette pratique n'est pas interdite, mais elle est réglementée et elle ne peut plus être réalisée sans permis de feu. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les entreprises ou bien les centres de formation ne peuvent plus généralement la réaliser puisque ces établissements sont généralement situés en zone urbaine. Voilà. Donc, durant la formation, on abordera la vidange du GPL à l'aide d'une station de transfert. Donc, c'est l'appareil que vous voyez placé sur la photo devant le véhicule. Alors, l'intérêt de cet outil est de récupérer le produit plutôt que de le brûler. Et bien entendu, ben, lorsque l'on a fini d'intervenir sur le réservoir, on va pouvoir réinjecter le produit à l'intérieur du véhicule. Donc, vous l'avez compris, mais c'est un geste relativement écologique puisqu'on ne gaspille plus le produit et on ne brûle plus le produit. Voilà. Donc, au cours de la formation, ben, les formateurs vont pouvoir manipuler cette station à travers plusieurs applications pratiques. Voilà. Et donc, pour les organismes de formation qui ne possèdent pas la station, ben, une vidéo sur la manipulation du produit va être réalisée. Et bien sûr, elle pourra être téléchargée à l'issue de la formation par les formateurs. Voilà, on peut passer à l'écran suivant, s'il te plaît. Merci. Alors voilà, sur cet écran, ben, je tenais à revenir sur l'aspect sécurité lié aux interventions sur ce type de véhicule. Donc le visuel que vous apercevez est une capture d'écran d'une méthode d'intervention sur un véhicule GPL. Donc c'est une méthode, par exemple, pour le remplacement des filtres gaz. Alors cette méthode, elle est destinée avant tout aux ateliers de réparation, mais aussi aux organismes de formation qui déploient des modules sur le GPL, puisqu'ils vont utiliser des véhicules, ils vont traiter des opérations en respectant ces process. Alors, il y a un point important que j'ai entouré en vert. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Ben, au même titre que les interventions sur les véhicules électriques, tout intervenant sur un véhicule GPL doit avoir suivi une formation et doit être qualifié et autorisé par l'employeur pour travailler sur ce type de véhicule. Voilà, donc dans cet exemple, il s'agit d'une méthode du constructeur, mais il faut savoir que les préconisations de l'INRS sont strictement identiques, donc vont imposer ces règles liées à la formation. Voilà, donc pour conclure sur cette formation FTIG, les formateurs vont pouvoir découvrir et utiliser la machine de transfert durant la formation. Ils vont pouvoir intégrer et surtout appliquer les règles de sécurité liées à ce type de véhicule. Et puis également, ils vont pouvoir justifier d'une formation dans le but d'être autorisés par l'employeur à intervenir sur ce type de véhicule GPL. Voilà, donc j'en ai terminé avec les nouveautés du parcours gestion moteur. Ben, merci pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer. Bonjour à On tous. passe la main à Sébastien Gassarino pour la thématique électricité électronique. Merci beaucoup. Donc Sébastien Gassarino, donc concepteur de dispositifs formation expert. Effectivement, on a un domaine assez large qui est partagé, vous verrez, avec un de mes collègues donc, qui est ici. On peut passer à la slide du parcours. Voilà, le parcours donc maintenance VP sur un domaine en fait qui est transverse, qui est commun à tous les titres ou parcours de l'éducation nationale. Donc là, ce qui nous intéresse, qui est mis en évidence, c'est donc le contrôle des capteurs et actionneurs automobiles, qui est l'actualisation qui va être réalisée pour cette année. Donc, je dirais le parcours classique qui permet d'avoir toute la partie de la documentation jusqu'à la partie multiplexage. Et là, on est vraiment sur un peu le noyau central qui permet de faire le lien entre j'ai de la documentation, j'ai des systèmes à gestion électronique avec du multiplexage, quels que soient les types de véhicules. Ben, en fait, comment je peux comprendre en fait cette interaction entre les capteurs, les calculateurs et les différents actionneurs. Donc, on est sur cette partie-là qui a été actualisée. Donc, c'est toujours un stage qui reste sur 2 jours, donc qui est assez dense. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments, ce qui fait que tout de suite, ça me permet de rappeler qu'effectivement, il y a une grosse partie qui est donnée en documentation ressources complémentaires qui est sur le site, donc sur les LMS, téléchargeable, pour que la documentation puisse être récupérée, exploitée en fait, de manière à ce que chaque formateur ou professeur puisse derrière en fait s'adapter avec ce qu'il souhaite faire lui dans sa formation en présentiel chez lui. En l'occurrence, pendant ces 2 jours, il va pouvoir vraiment manipuler
sur tout type de véhicule. C'est la grosse nouveauté en fait qui est actualisée, puisque il y a plus vraiment de nécessité de faire comme c'était avant, une focalisation sur des types plutôt moteurs thermiques et d'aller sur d'autres stages dans lesquels il y avait plutôt des véhicules type électrifiés. Donc là, vraiment, ce stage permet de mélanger les deux, des véhicules électrifiés et des véhicules à motorisation thermique et tout type de système dessus, que ce soit vraiment, il n'y a pas de coupure comme c'était avant. Et déjà, je préviens tout de suite, il n'y a pas besoin d'habilitation pour pouvoir venir suivre ce stage. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des véhicules électrifiés qu'il faut que les formateurs soient forcément habilités pendant cette formation, puisqu'on n'intervient pas spécifiquement sur des choses qui obligent d'avoir une habilitation. Même si, de toute façon, de plus en plus de gens le sont. Donc, on est vraiment sur le cœur de métier, on va dire, d'un technicien. Donc, forcément, les formateurs doivent former les techniciens. Donc tout ce qui est capteur-actionneur, que ce soit avec les outils de diagnostic ou outils de mesure qui vont du multimètre à l'oscilloscope, aux cartes de mesure, à l'interprétation des paramètres, et donc d'arriver à faire le lien entre les documentations, les ressources de schématiques, les paramètres qui sont remontés, l'identification des stratégies, et d'arriver en fait à aboutir en fait au bout de ces 2 jours à réaliser des diagnostics dans ce cadre. Donc les différentes ressources exploitables vont de la documentation multimarque jusqu'aux différentes documentations en fait des constructeurs. Et donc le parc qui dépend forcément du parc roulant qui est disponible dans le centre de formation. Donc là, l'illustration que vous avez permet de refaire un peu ce lien justement entre une partie que vous avez à gauche et en bas avec la partie plutôt électrifiée. Donc on reconnaît tout un peu ce côté orange avec des choses forcément beaucoup plus au niveau d'énergie qui se rapproche plus du domaine haute tension. Donc parfois on se dit mais en fait on peut pas faire grand chose dessus. Donc là vous avez une illustration de type de mesures qui peuvent être faites directement ou indirectement via des outils diagnostiques. Et la chose un peu plus classique connue avec, là en l'occurrence, un capteur avec un relevé de signal sur ce capteur. Et donc tout ce qui est intéressant, c'est pas uniquement l'identification de ces éléments, puisque ça, c'est des choses qui sont abordées. C'est aussi comment je fais mes mesures. Une fois que je sais comment faire mes mesures, c'est comment je les interprète. Et comment je les interprète derrière, c'est comment je peux en fait les exploiter dans un cadre global, qu'il soit je dirais de la connaissance pure technique ou théorique ou physique sur comment c'est censé fonctionner jusqu'à OK, j'arrive à faire ma mesure et je peux en tirer des conclusions par rapport à des symptômes d'un client et autres. Voilà, donc ça c'est vraiment la refonte essentielle de ce stage, c'est vraiment d'arriver à balayer tout type de système, tout type de technologie qui va du véhicule électrifié jusqu'au véhicule à motorisation thermique. Merci à tous. Merci. Donc, on passe la main à Sébastien Renaud pour la thématique électricité électronique, toujours, mais sur d'autres types de formations. Merci. Sébastien peut en cacher un autre, là. Sébastien Voilà. Renaud, concepteur de dispositifs de formation au sein de Mobipolis. Et je vais vous parler d'une formation, d'une actualisation. Alors, toujours dans le parcours que vient de vous présenter Sébastien. Ici, il s'agit de la maintenance des véhicules connectés, donc la FTE MVC. Alors, je vais vous en parler en 2 temps pour vous parler de l'actualisation. Je vais d'abord vous parler dans un premier temps de sa création en 2022. Ce qui avait poussé la création de cette formation, c'est d'abord la réglementation. Au 1er avril 2018, tout véhicule qui veut passer l'homologation pour entrer sur le marché européen a l'obligation d'avoir un système d'appel d'urgence. Donc ça, c'est le petit bouton SOS que vous avez pu voir apparaître au sein des véhicules. Et donc, qui dit système d'appel d'urgence, eh bien, ça dit carte SIM, et donc ça veut dire service connecté. Et du coup, à court ou moyen terme, l'ensemble des véhicules du parc vont être connectés. Donc ça amène quoi? Eh bien, ça amène forcément ces nouvelles technologies, elles vont amener des nouvelles compétences à développer au niveau de la maintenance et de la prévente, des technologies plutôt numériques sur les systèmes multimédia qu'il va falloir comprendre et aborder. Ça, c'était la création de la formation. Alors déjà en 2022, elle intégrait des points forts, cette formation, au niveau des modalités pédagogiques. On a notamment un learning game, on a des simulateurs, on a
2 modules e-learning, amont-aval. Donc voilà, on avait des modalités quand même modernes, avec bien sûr des vidéos aussi que vous pouvez récupérer sur le sujet. Et voilà, pas mal d'applications pratiques aussi sur des véhicules avec des smartphones et des services qui étaient activés. Donc voilà, ça c'était le premier temps, c'était sa création en 2022. Aujourd'hui, donc on parle de l'actualisation de cette formation et je veux vous parler donc de ce qui a conduit l'actualisation de celle-ci. Eh bien, c'est l'arrivée des GAFAM. Alors, Sophie, si tu veux bien poursuivre sur la diapo suivante, je te remercie. Voilà un petit peu ce qui a conduit l'actualisation de cette formation. Les GAFAM, je traduis donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qu'on appelle vulgairement les géants du numérique. Ils s'introduisent doucement mais sûrement au sein des systèmes multimédia des véhicules. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Eh bien, pour ces systèmes, c'est ni plus ni moins qu'un changement de monde. Quand je dis un changement de monde, eh bien, c'est que le véhicule, il ne vieillit plus. Auparavant, sur votre système multimédia, lorsque vous aviez une mise à jour, éventuellement, vous mettiez à jour la cartographie. Et encore, ce que vous mettiez à jour à ce moment-là, c'était une carte qui avait au moins déjà 1 an ou 2 de retard. Donc, la mise à jour qu'on faisait, c'est qu'on mettait un support pour notre téléphone et on venait coller notre smartphone devant notre écran de notre véhicule. Et voilà comment on le mettait à jour. Aujourd'hui, ces systèmes, donc c'est pas simplement de la réplication smartphone, comme vous avez peut-être connu avec Android Auto, c'est les systèmes d'exploitation qui sont développés en collaboration avec ces acteurs, avec ceux que je viens de citer, et ils sont développés avec les constructeurs automobiles. Et donc là, les systèmes, ils vont s'enrichir, ils vont évoluer au fil des années avec des nouvelles applications ou de nouvelles fonctionnalités. Et c'est dans ce sens-là que je dis que ça change de monde, parce que là, le système, il ne vieillit plus, au contraire, il rajeunit. Voilà. Et ça, c'est quand même particulièrement nouveau. Et ça va avoir un impact, encore une fois, sur l'après-vente, sur la maintenance de ces systèmes, sur le diagnostic et déjà sur l'usage. Et donc, voilà ce qui a conduit l'actualisation. Et donc, ce que vous pourrez voir et vivre lors de cette formation, c'est notamment un exemple avec Renault et Google Automotive, donc, qui a développé le système d'exploitation pour les derniers véhicules de la marque Renault. Et donc là, vous verrez la maintenance, les particularités de ces systèmes avec leurs caractéristiques. Donc, voilà pour la présentation de cette formation. J'en ai terminé. Je vais laisser la parole à mon collègue Steve Routiot. Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais aborder la thématique du VEVH, donc véhicule électrique et hybride. Et on va commencer par la partie habilitation. Donc actuellement, on a 2 formations qui sont habilitantes, qui sont le FTE PE et le FTE B2TL. Et donc, nous allons compléter ce dispositif de formation avec une nouvelle formation, le FTE PA. Donc, PA pour la prévention des risques électriques pour le personnel averti. Donc, cette formation, elle va intégrer une évaluation théorique qui va permettre de donner un avis à un chef d'établissement pour pouvoir donner un niveau averti à certaines personnes. Donc, justement, la cible de cette formation FTE-PA, elle est assez large, elle va toucher des responsables d'unité, des équipes pédagogiques, des personnes qui vont être amenées à faire des choses sur les véhicules électriques ou hybrides, mais qui ne seront pas des interventions. Quand je veux dire des interventions techniques sur le véhicule. Mais par exemple, quelqu'un qui va être amené par exemple à ouvrir le capot pour brancher un booster sur le véhicule ou montrer des éléments sous capot, donc dans un côté pédagogique, ou quelqu'un qui va mettre un véhicule sur un camion pour le déplacer, ou tout simplement même un cric sous le véhicule, il y a un risque par exemple en mettant le cric d'écraser un câble orange, un câble électrique. Et donc pour ces personnes qui tournent autour du véhicule électrique, on a la nécessité à travers la réglementation de leur faire passer une formation sur laquelle on va être en capacité d'évaluer, à travers un questionnaire encore une fois théorique et non pratique, leur capacité à définir le risque électrique sur ce véhicule. Donc voilà pourquoi cette formation voit le jour.
Donc ça, c'est le FTE-PA. J'en profite, comme on est sur ces titres-là, pour revenir sur le FTE-PE et le FTE-B2TL sur la partie réglementation. Donc le FTE-PE, pour rappel, c'est pour une personne qui va être en autonomie sur le véhicule, donc hybride ou électrique, sur la partie hors tension. Et donc lui, il va passer un test théorique et pratique. Pensez bien que cette formation, elle est à renouveler donc, tous les 3 ans, d'accord, à travers un maintien, d'où le FTE-MPE, qu'on voit également sur la slide, et que le titre est à renouveler tous les 3 ans, en même temps que la formation. Par contre, attention, quand on va parler du FTE B2TL, c'est pour ça que je voulais faire ce petit rappel, on a également donc une formation qui, elle, est à renouveler tous les 3 ans, d'accord? Donc ça sera une évolution sûrement du catalogue dans les années à venir, où on aura un maintien du FTE B2TL. Mais par contre, le titre donc, est à renouveler, lui, tous les ans. Donc attention pour les responsables donc, justement d'unité, de bien renouveler ce titre-là, tous les ans. Donc revenons sur le FTE-PA. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le contenu de la formation. Si Sophie, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc cette formation, c'est une formation donc, d'une journée, donc en présentiel. Pourquoi aujourd'hui cette formation? Donc, vous le savez, mais on préfère le répéter. Donc, le corps humain, on sait que c'est un conducteur naturel d'électricité. Et donc, quand on est sur un véhicule électrique ou hybride, on a des tensions, des intensités qui sont fortes. Et donc, il y a des risques électriques. Ces risques, c'est l'électrocution, l'électrisation, voire des brûlures en cas d'explosion d'éléments, voire une tétanisation des muscles, donc des problèmes respiratoires ou autour du cœur. Donc forcément, quand on a ces risques, il est important pour toute personne intervenant donc à proximité ou sur un véhicule électrique ou hybride d'être en capacité d'identifier ces risques, d'accord, pour ne pas se mettre en danger. Donc cette formation, forcément, son but premier est d'aborder donc les règles et les bons réflexes à adapter donc en cas d'intervention sur un véhicule électrique et intervenir surtout en toute sécurité. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette formation, elle est réglementaire, d'accord, et donc associée donc à un avis qui sera donné en fin de formation, qui sera remis à l'employeur ou au chef d'établissement. Et surtout, sur cette formation, un petit plus qu'on veut faire ressortir, on sait que c'est pas toujours évident d'être sur des formations réglementaires, parce que c'est très dirigé avec des éléments qui sont pas toujours faciles à comprendre. Donc on a vraiment voulu apporter sur cette formation de la pédagogie. Donc on va travailler avec des jeux de cartes, avec des WooClap, des choses comme ça, pour que l'apprenant soit plus acteur de sa formation. Voilà. En parallèle, je vous ai mis quelques chiffres sur la partie de droite pour montrer que le véhicule électrique aujourd'hui, hein, c'est pas un mythe, il prend vraiment de plus en plus de place et il va continuer à prendre de plus en plus de place. Aujourd'hui, on est à 2 500 000 véhicules roulants en France, et je parle de véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables. On voit la courbe donc, qui augmente, et tous les ans, depuis 4 ans, on est à plus 25% à peu près de véhicules vendus neufs en électrique. Donc c'est vraiment la technologie qui prend de la place et qui va en prendre de plus en plus sur les années à suivre. Voilà pour cette formation FTE-PA. Merci. Deuxième, de rien. Deuxième thématique. Donc on va rester sur le véhicule électrique et hybride. Et là, on va parler plutôt de la sensibilisation donc, aux véhicules électriques, donc sur un sujet un tout petit peu plus léger, qui était au niveau de la recharge. On va regarder sur le parcours de formation. On a créé donc l'année dernière une formation, enfin 2 formations d'ailleurs, pardon, sur la partie recharge. Une première qui était un distanciel, la FAD ESR, celle qu'on va mettre à jour aujourd'hui. Je vais vous expliquer ensuite le pourquoi. Et un présentiel, le FTE DSR, qui était donc, lui, la partie diagnostic, donc on poussait la recharge un peu plus loin. Juste pour rappel, cette FAD ESR, hein, donc, elle est toujours accessible après le FTE DVE, qui est vraiment la partie découverte de la technologie VEVH, qui est le socle, mais également, maintenant qu'on a le FTE-PA, on s'est dit, voilà, quelqu'un qui va être averti sur la partie véhicule électrique hybride, ça peut être bien qu'il puisse compléter son petit parcours de formation à travers les 2 FAD, donc FAD VEVH et FAD ESR. Donc cette année, cette FAD
ESR. Donc, on a souhaité lui apporter des compléments avec des informations sur l'utilisation client d'une borne de recharge. Donc, pourquoi on a fait ce choix-là? C'est que dans un premier temps, on a analysé les retours donc, des enseignants sur cette formation, sur cette première année, et on y a senti un intérêt. Donc, sur l'évaluation du contenu, ils sont 90% à être satisfaits ou très satisfaits de la formation. Et surtout, le deuxième point qui nous a poussé en fait à faire évoluer cette formation, c'est que 100% des enseignants ont répondu oui à la question « Pensez-vous réinvestir les éléments dans vos séquences d'enseignement ?» Donc ça montre en fait qu'il y a un intérêt de pousser aussi cet élément-là. Mais un enseignant n'a pas forcément un véhicule électrique, donc il n'a pas forcément une expérience de conduite, et il a peut-être encore moins une expérience de recharge sur borne publique. Pourquoi je précise sur cette notion de borne publique? C'est que si on prend les chiffres, on n'a que 12% des utilisateurs de véhicules électriques qui utilisent régulièrement les bornes publiques. Et on en a même 60% qui disent n'avoir jamais utilisé une borne publique. Donc, tout ça pour dire, c'est bien de parler de la recharge, mais il faut quand même avoir une petite expérience, un petit retour terrain pour avoir de la crédibilité et d'avoir une bonne sensation. Donc, à travers cette FAD, on va rajouter des vidéos learning pour apporter en fait cette expérience qui pourrait leur manquer. Et surtout, ces vidéos, on va aussi les détacher de la FAD pour les mettre en doc ressources pour qu'ils puissent les utiliser à souhait dans leur propre formation. Juste pour vous montrer un petit peu plus le contenu de ces vidéos, on va passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Sophie. Sophie. Donc, sur cette FAD, donc, on va intégrer donc, 3 vidéos learning. Donc, je ne vais pas revenir sur la vidéo learning, hein, Eric en a parlé tout à l'heure, avec des interactions de quiz, de la partie vidéo, des capsules pédagogiques, etc. Nous, l'objectif de nos 3 vidéos, c'est, sur une première, c'est traiter en fait la recharge donc, sur borne publique avec un badge RFID. Donc ça, c'est le badge que vous pouvez acheter chez Easivia ou chez d'autres fournisseurs, ChargeMap, etc. On veut donc dans un premier temps expliquer donc comment je fais pour obtenir mon badge. Comment j'accède, donc c'est à travers généralement Internet, montrer toute la phase d'inscription, montrer les différentes offres qui existent et aller jusqu'à l'achat du badge. Dans une deuxième partie, on va leur montrer à travers cette vidéo donc l'utilisation du badge. Donc montrer un véhicule qui arrive sur une borne, le client qui descend, qui l'utilise, on fera un petit complément sur la technologie RFID, il lance sa recharge, on va revenir aussi sur quel dialogue se fait entre la borne et le véhicule, la fin de la recharge, avec des petits quiz sur la facturation, tous ces éléments-là. Voilà. Donc ça sera une première vidéo. Une deuxième où on va être donc, toujours sur la recharge sur une borne publique, mais plus à travers un badge, mais à travers un QR code. Donc il y a plusieurs technos. On va aller jusqu'à montrer aussi tout ce qu'on peut retrouver sur les sites internet, les applications donc de localisation d'une borne, qu'est-ce que je peux voir dessus, la connectivité des bornes, etc. Et donc l'utilisation du QR code, et toute la phase de recharge. Et on ira même jusqu'à la partie assistance en cas de problématique. Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Et la dernière, qui sera peut-être un peu plus light, l'idée, c'est aussi de parler de la gestion de la borne, comment on peut la piloter à distance, comment on peut suivre le nombre de charges, le temps de charge, le type de charge, comment je peux la paramétrer, enfin voilà, plein de petites choses comme ça liées à la gestion de la borne. Donc l'idée, voilà, c'est d'apporter une vision de l'utilisation d'une borne publique à une personne qui n'a pas forcément cette expérience-là, pour qu'il puisse en parler et surtout avoir aussi des supports vidéo et techniques auprès des apprenants. Voilà, Sophie. Je redonne la main à Sébastien. Oui, donc voilà, Sébastien Merci. qui va à nouveau intervenir pour la partie intervention des véhicules électriques et hybrides. Très bien, merci. Alors moi, je vais vous parler d'une formation, cette fois-ci, qui est nouvelle. Et avant de rentrer dans son contenu, on va la positionner là dans notre parcours des véhicules électriques et hybrides. Alors, ce qu'on peut voir, on a les habilitations en bas de ce parcours dont Steve vient de nous parler. Et puis, nous, on se situe là au niveau des interventions maintenant sur la partie haute. Cette formation FTE-DEH, là, qui va traiter du diagnostic des véhicules électriques et hybrides, elle vient en complément
de la formation FTE-EH, juste à sa gauche, les interventions sur les véhicules électriques et hybrides, qui, pour rappel, est une formation sur 4 jours dans laquelle on apprend le fonctionnement de l'ensemble des composants d'un véhicule électrique et hybride et leur interaction. Donc à partir de ce FTE-EH, on sait comment ça fonctionne et du coup on peut envisager le diagnostic. Voilà un peu le déroulement des choses. Ça sera un complément. Donc cette formation diagnostic des véhicules électriques et hybrides sera en présentiel et sur 2 jours. Donc voilà un petit peu comment elle s'imbrique au niveau du parcours. Il faudra être, bien sûr, passé par les habitations, mais ça, Steph vous l'a dit et je le redis. Au niveau du contenu de cette formation, donc bon, déjà, on n'a plus vraiment besoin de regarder les graphiques, les tableaux Excel pour voir que le parc est en train de changer. Il n'y a qu'à regarder par la fenêtre. Donc ça, on le sait. Bon, forcément, au sein des ateliers, de l'après-vente, eh bien, là aussi, ce changement du parc, il amène un changement de technologie et du coup, nous, on doit adapter nos compétences et développer nos compétences. Donc celle-ci, cette formation, eh bien, elle a vocation de développer les compétences de diagnostic sur les véhicules électriques et hybrides. Alors là, elle est clairement axée sur la pratique. On a maximisé, parce que quoi de mieux que la pratique pour développer des compétences, bien la pratique, en tout cas sur ce sujet-là de la recherche de panne, pour pouvoir structurer une méthode, eh bien, il faut d'abord la faire, la tester, vous pouvez voir là où on a échoué, là où on a réussi, pour construire tout ça. Et donc, au sein de cette formation, notamment, là, quand je parle de la méthode de Diag, il y a un exercice où vous allez la construire, la développer, typiquement sur ces véhicules-là, et c'est quelque chose que vous pourrez réexploiter et réutiliser dans vos cours. Vous aurez aussi la mise en place de pannes. On vous accompagne pour pouvoir mettre en place des pannes et puis tester derrière le résultat, les conséquences. Voilà en gros pour le contenu. Je crois que j'oublie rien. Bien sûr, c'est en phase avec le référentiel aussi, avec les évolutions du référentiel, le diagnostic de ces technologies. Ça, c'est une évidence. Et puis là, on va avoir une petite illustration donc pour terminer la présentation de cette formation. Ça amène aussi des nouveaux outils, bien sûr, ces nouvelles technologies, avec les tensions élevées des véhicules électriques et hybrides. Eh bien là, on a un exemple d'outil qui fait son entrée dans les ateliers, le mégomètre ou méga-ohmmètre, selon ce que vous souhaitez. Mégomètre, nouvel outil, qui n'est pas nouveau en fait. Cet outil, lui, il est déjà utilisé par d'autres électriciens dans d'autres domaines. Il n'a rien de nouveau, mais il est vraiment nouveau pour le technicien à l'atelier. Et cet outil-là, par exemple, si je ne sais pas l'utiliser, typiquement derrière le diagnostic, soit il va être compliqué, soit il va être erroné. Ça, il n'y aura pas d'autres possibilités. Donc là, on doit être amené à se former avec les nouveaux outils qui sont de toute façon indispensables pour le diagnostic des véhicules électriques et hybrides. Voilà. Moi, j'ai pris un exemple là, ici, pour illustrer la formation. Bien sûr, il y a d'autres outils. Il y a des outils de mesure physique, il y a des outils pour mesurer la tension. Il y aura d'autres outils, bien sûr, au sein de la formation. Voilà pour la présentation. En résumé, une formation très orientée sur la pratique. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de cette nouvelle formation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Donc on va poursuivre avec Michael Verscher qui va poursuivre donc sur le véhicule électrique et hybride, sur la partie intervention. Ok, merci Sophie. Donc Michael Verscher, concepteur dispositif formation au sein de Mobipolis. Et moi, mon domaine, c'est plutôt tout ce qui est liaison au sol, transmission et la climatisation. Donc, pour rebondir sur ce que Sébastien vient d'expliquer, oui, le parc roulant évolue et l'électrification de ce parc roulant a un impact aussi sur les technologies plutôt basiques ou mécaniques du véhicule. Et du coup, dans le parcours véhicule électrique, on va retrouver quelques stages, dont celui-ci, le FTM FEH, c'est le freinage des véhicules hybrides et électriques, parce que l'électrification de ces véhicules a un impact sur le système de freinage. Donc cette formation-là est également présente dans le parcours liaison au sol, puisque ça fait partie de la liaison au sol.
Voilà, donc c'est partagé dans les deux parcours. Donc cette actualisation, merci Sophie, elle consiste à faire évoluer la formation et à la passer de 1 journée en 2 jours. Pourquoi? Par rapport aux formations qu'on a déjà animées pour vous sur 1 journée, on a eu pas mal de remontées sur on aimerait aller plus loin, un peu plus de temps pour approfondir les systèmes. Le temps faisant, de nouveaux systèmes se sont développés. Du coup, on adapte cette formation pour vous satisfaire au mieux et du coup aborder tous les systèmes de freinage sur les véhicules électriques ou les véhicules hybrides. Ces thématiques sont entrées aussi dans les référentiels MMA, MA, TAVA, TEAVA et également dans ceux de l'éducation nationale. Donc, ce sont des technologies qui sont assez nouvelles, qui ont un impact sur le quotidien du mécanicien ou de l'opérateur, et y compris du technicien ou de la personne qui va diagnostiquer. Donc, dans ce stage, on va pouvoir passer à la diapo d'après. Donc, on va avoir pas mal de schémas de principes de fonctionnement. On va avoir des animations 3D qui seront disponibles sur le LMS pour vous aider à construire vos cours et puis à les exploiter avec les élèves ou les stagiaires. Il y aura beaucoup de TP sur véhicule, plutôt que de faire de la découverte de principes de fonctionnement au tableau ou en théorie en magistral. On va avoir pas mal de TP découvertes sur des véhicules à l'atelier. Donc une bonne partie de cette formation va se dérouler à l'atelier. Ces TP ont été construits sur des véhicules qui ont été choisis par rapport au parc représentatif dans vos OF. Donc, on n'a pas choisi des véhicules trop exotiques. On a essayé de choisir des véhicules qui sont plutôt présents dans vos OF pour que, à l'issue de cette formation, vous puissiez réexploiter ces TP directement sur vos véhicules en les adaptant un peu. Mais voilà, ça n'a pas été choisi au hasard. Donc, vous allez pouvoir mettre en application très rapidement après cette formation. Des TP interactifs aussi pour les rendre un peu plus ludiques et qui seront disponibles sur le LMS. Et on va aborder les différentes technologies, les systèmes intégrés, les systèmes découplés, le e-booster et ce qu'on appelle les IEB pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà pour cette nouvelle formation et cette mise à jour. Ensuite, on va passer sur la thématique du confort et de la sécurité. Donc là, sur la sécurité, on a toujours le FTM ADAS, FTM AE, donc ça c'est pour l'ABS-ESP, les ADAS, la FAD ADAS. Et puis sur la partie confort, où on va avoir une évolution. Pour l'instant, elle n'est encore pas qualifiée, donc je ne pourrais pas vous présenter les contenus. Pourquoi? Tout simplement parce que, à la diapo suivante, on a une réglementation qui est en train d'évoluer. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est juste vous présenter un petit point sur l'évolution de la réglementation et vous expliquer à peu près ce que l'on connaît aujourd'hui et vers quoi ça va tendre. Donc, première évolution de la réglementation sur la climatisation, ça concerne les attestations de capacité. Donc, tous les OF présents ici, vous avez des attestations de capacité pour manipuler les fluides frigorigènes qui étaient jusqu'à aujourd'hui le R134A. Donc, ce sont des anciens fluides. Cette réglementation a évolué début d'année, ça a été retranscrit en droit français et l'attestation de capacité sera, à partir du 1er janvier 2027, obligatoire pour acheter du fluide 1234 YF, qui n'était pas concerné par la réglementation jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez aussi besoin d'une attestation de capacité pour manipuler du CO2 et d'une attestation de capacité pour manipuler des hydrocarbures. Okay, donc tout ce qui est Duracool et fluide de substitution. Donc ça, c'est acté. Ensuite, vous allez avoir une évolution de l'attestation d'aptitude. Donc ça, le décret européen est paru au mois de septembre 2025. Il doit être transcrit en réglementation française. D'après le ministère, ça devrait au plus tard sortir en septembre 2026. Et du coup, ce décret va définir les contenus de formation, les contenus des tests et les contenus des nouveautés et des évolutions. Donc, tant que
cette retranscription n'est pas faite en droit français, on a du mal à se projeter pour l'instant et à se dire voilà les contenus de la formation. Pour autant, ça ne va pas repousser l'application. Et l'application, ce sera à partir du 1er janvier 2027. Et il faudra s'adapter au plus tard jusqu'au 1er janvier 2029. Donc on aura, et vous aurez 2 ans pour évoluer vers cette attestation d'aptitude. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'attestation catégorie 5, qu'on connaît, que vous avez, quand vous manipulez l'attestation quand vous manipulez les fluides frigorigènes, va disparaître au profit de 4 nouvelles attestations. La M1, qui est une attestation pour manipuler les fluides frigorigènes sans station de climatisation, c'est-à-dire un peu à la méthode des frigoristes. Et ça serait plutôt dédié aux trains, aux trams, au métro, mais aussi aux conteneurs frigorifiques qui peuvent se trouver sur des camions ou des petits véhicules utilitaires, les petites caisses frigorifiques qu'on aurait derrière sur un Expert, un Trafic ou des petits véhicules comme ça. On aura ensuite une catégorie M2 qui correspondrait, celle-là, pratiquement à la catégorie 5 actuelle. Mais du coup, comme elle ne s'appelle pas de la même façon, il va falloir transformer la catégorie 5 en catégorie M2. Ensuite, on a la catégorie M3 qui est pour la manipulation des fluides CO2. Donc voilà, les climates CO2, pas très développés pour l'instant, à part un peu chez Volkswagen, chez Mercedes. Apparemment, il y a un nouveau modèle chez Ford qui serait équipé de CO2, mais c'est plutôt encore confidentiel comme déploiement. Et enfin, la M4 qui correspond à la catégorie 5 VHU. Donc ça, c'est pour les véhicules hors d'usage. Et là, ce serait la récupération de tous les fluides frigorigènes, quels qu'ils soient. Ce qu'on sait aussi, c'est que la nouvelle attestation d'aptitude, que vous ayez la M1, M2, M3, M4 ou toutes, peu importe, elles seront valables, elles auront une durée de validité de 7 ans. Et elles seront plus valables à vie comme l'actuelle catégorie 5. Voilà. Donc tous les 7 ans, il faudra passer une formation de remise à niveau périodique obligatoire et votre attestation d'aptitude sera renouvelée de nouveau pour 7 ans. Pareil, on attend la réglementation française pour savoir les contenus de cette formation périodique. De toute façon, celle-là, on va se dire qu'on a un peu le temps, puisque à partir du moment où on va passer les catégories M1, M2, M3, M4, donc à partir du 1er janvier 2027, elles interviendront que 7 ans après, donc en 2034. Donc ça a le temps quand même d'évoluer. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'évolution de la climatisation. Mais merci Michael. Du coup, en fait, nous, la formation, elle sera mise à jour dès qu'on a les informations qui seront parues au journal officiel. C'est ça. Et voilà, on fera en sorte de la mettre à jour le plus rapidement possible pour qu'elle soit disponible et mise en œuvre à partir de 2026. Mais effectivement, pour le moment, on ne peut pas donner, enfin 2027, pardon. C'est ça. Et effectivement, pour l'instant, on ne peut pas donner les informations concernant les contenus. Ce que l'on fera, c'est qu'on vous transmettra une information complémentaire à la rentrée. Alors, Michael, il y a une question. Ouais. 7 ans de validité pour les collaborateurs et les OF également? Alors, pour les OF, de toute façon, les OF jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer comme ça, c'était 5 ans. Et on parle d'attestation de capacité. Donc l'attestation de capacité, ça c'est pour l'entreprise ou l'organisme de formation. Elle est valable 5 ans et à renouveler tous les 5 ans. Donc ça c'est auprès d'organismes certificateurs type Veritas, SGS, voilà. Et la nouveauté, c'est bien les 7 ans de validité pour les collaborateurs. Donc la France a pensé et pense encore peut-être tous les 5 ans aussi pour la validité de l'attestation d'aptitude pour les collaborateurs. Mais d'après les informations qu'on a, il resterait quand même sur les 7 ans pour pas mettre plus de contraintes que l'Europe demande, en fait. À minima, l'Europe demande tous les 7 ans. Donc pour l'instant, la France serait là-dessus. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et bien sûr, il faudra redemander, alors ça c'est une chose importante,
sur les certitudes qu'on a, évidemment, l'attestation de capacité, ça ne sera plus une attestation de capacité catégorie 5. Donc, celle-ci, elle sera obsolète, même si vous venez de la renouveler. Alors après, ça dépendra de vos organismes certificateurs, mais il y aura une continuité en fait où on va vous demander, si vous êtes, je sais pas, par exemple chez Veritas, vous venez de contracter votre attestation de capacité, elle s'arrêtera en fin d'année et vous aurez la facture au prorata du nombre de mois. Et ensuite, vous repartirez sur une nouvelle attestation de capacité, donc redéposer un dossier, prouver l'achat du matériel, que vous avez le personnel qualifié, que vous avez un suivi des fluides. Et du coup, le 1, 2, 3, 4 YF rentrera dans cette réglementation et cette attestation de capacité. Donc, en fin d'année, il va falloir renouveler vos attestations de capacité pour pouvoir continuer à manipuler la climatisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet? Non? Bon. Et on pourra, j'ajouterais juste, et on pourra enfin travailler sur des véhicules 1, 2, 3, 4 YF, parce que je sais qu'au cours des séminaires qu'on a eus avec le SIC, il y a eu pas mal de questions là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser du 1, 2, 3, 4 YF dans les mises en situation, etc. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Donc, du coup, ça sera possible à partir de 2027, puisque le 1, 2, 3, 4 YF rentre dans la réglementation et on pourra utiliser ces véhicules et ces stations. Alors, Michael, ouais, il faut renouveler cette attestation même si on vient de le faire? Alors, l'attestation de capacité, oui, et l'attestation d'aptitude, il faudra le faire aussi. Par contre, l'attestation d'aptitude, on ne sera pas obligé de repasser un test a priori. On devrait avoir juste besoin de passer une formation de remise à niveau. Donc, on aura 2 ans, les collaborateurs auront 2 ans s'ils sont déjà titulaires d'une attestation catégorie 5 pour passer une formation de remise à niveau et pour pouvoir basculer sur la nouvelle attestation d'aptitude. Mais ça, c'est sous validité et je dirais ce qui va être retranscrit dans la réglementation française. Donc voilà, on attend ça pour confirmer tout ça. Alors, il y a un complément. Il est pourtant bien noté sur ma nouvelle attestation de capacité comme quoi elle est valide 5 ans. Oui, oui, oui. Oui, mais quand le texte va sortir, ça va abroger la règle de l'attestation de capacité catégorie 5. Elle disparaîtra, donc votre catégorie 5, ouais, elle sera valide, mais pour faire rien du tout, puisque vous serez obligé d'avoir une attestation de capacité M2 pour pouvoir faire continuer à faire la climatisation. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. En fait, voilà. Oui, merci. Donc voilà, dès que les textes, seront parus, nous reviendrons vers vous pour vous transmettre un maximum d'informations et puis, vous transmettre le contenu, des formations qui seront mises en place dans le cadre de la formation de formateurs. Eh bien, merci beaucoup pour, ces présentations, messieurs. Juste un point que je voulais revoir, avec vous. Donc on a vu que vous pouvez accéder à toutes les informations concernant la formation de formateurs, sur notre site, F2F. Et par contre, voilà, ce que l'on vous demande et vous avez été informés, par vos, responsables territoriaux, c'est d'enregistrer les besoins de formation de vos équipes pédagogiques et là, ça se passe dans SOFIA. Donc c'est très important, pour nous parce que ça nous permet de construire des plans de formation, sur l'ensemble, du territoire qui répondent à vos besoins et donc c'est nos responsables territoriaux, voilà, se basent sur vos besoins pour construire ces plans de formation pour l'année prochaine. Donc 2 petites étapes pour réaliser, l'enregistrement des besoins de formation dans SOFIA. N'oubliez pas de mettre à jour
vos équipes pédagogiques. Dans l'onglet équipe pédagogique, donc il faut créer vos nouveaux formateurs ou enseignants, mettre à jour ceux qui ne sont plus en fonction, vérifier les adresses mail, c'est très important puisque vous voyez que en fait, nous, on donne accès aux formateurs, aux enseignants à un LMS avec beaucoup de contenu, de support. Et donc, si l'adresse mail n'est pas bonne, ben, ils ne pourront pas y accéder. Voilà. Et puis, renseigner aussi également les profils de vos équipes pédagogiques, donc les diplômes, les titres et les certificats d'intervention, les matières enseignées, les habilitations électriques, puisqu'on a de plus en plus souvent des formations qui nécessitent une habilitation électrique. Alors, c'est le titre et l'avis après formation, sachant que pour toutes les formations habilitantes voilà, qui ont été suivies auprès de Mobipolis, nous, à la NFA, on se charge de les charger pour vous dans Sophia et donc vous pouvez les récupérer assez rapidement après les formations. Et puis donc, renseignez les besoins de formation de vos équipes dans l'onglet Formation de formateurs, offre de formation 2027. Donc, on va déposer sur le site F2F un guide de saisie. Peut-être que vous l'avez déjà reçu de la part de nos responsables territoriaux également. Alors, il y a une personne, en effet, j'ai essayé hier, mon mail pro ne fonctionne pas. Du coup, est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message à l'adresse f2f@anfa-auto.fr pour nous indiquer ce problème de mail et on fera les modifications nécessaires. On va vous mettre l'adresse dans le message, enfin dans la conversation. Merci beaucoup, Myriam. Donc, nous en avons fini pour cette présentation. Merci à tous. Sophie, il y a une question adressée à Michael qui est arrivée. Comme pardon. la personne qui l'a posée, elle a dit « je m'excuse pour… » Donc, Michael, oui. Est-ce que tu as vu la question ou tu veux que je te la lise? Donc, non, c'est bon, je l'ai vu. Donc, les organismes certificateurs restent-ils automatiquement certificateurs? Aucune idée, il faut attendre la parution au journal officiel, normalement, donc du coup prévu pour septembre. J'ai vu aussi la remarque qui est juste au-dessus par rapport au règlement F-Gaz. Oui, il est applicable en France depuis le 11 mars 2024, sauf que c'est applicable et pas appliqué. Et pour que ce soit appliqué, il faut qu'il y ait un arrêté au journal officiel de la République française et en plus, il faut que le ministère change le code de l'environnement. Donc, du coup, tant que le code de l'environnement n'est pas changé, tant qu'il n'y a pas d'arrêté au journal officiel, c'est applicable, mais non appliqué. Et du coup, le règlement européen va pénaliser les États membres si, au 1er janvier 2027, ils ne sont pas en ordre de marche et s'ils n'appliquent pas cette réglementation F-Gaz. C'est pour ça que l'information que vous avez F-Gaz, là, oui, effectivement, elle est vraie, il n'y a pas de souci, c'est exactement ça, sauf qu'en droit français, ça ne se passe pas tout à fait encore comme prévu sur l'Europe. Voilà. Ok. Et il y a une question de Jacques Mardon concernant un problème d'inscription sur Sophia. On vous propose, c'est de retourner vers votre responsable territorial pour en discuter et voir quels sont ce que l'on peut améliorer, ce qui peut être mis en place pour vous aider. Sophie, il y a une question. Si tu peux faire un partage, où peut-on trouver les différentes plaquettes de formation pour situer les modules pour situer les modules en actualisation et nouveauté. Donc, tu réponds. Alors, je vais essayer d'aller sur le site et de vous le partager. Mais là, je suis sur Sophia, du coup.
Alors, donc en fait, vous retrouvez toutes les informations sur le site f2f anfa-auto.fr. Et donc, vous retrouvez à la fois dans la partie domaine, donc toutes les informations pour chaque domaine. Par exemple, en maintenance VP, vous allez retrouver donc les formations du moment, les nouvelles formations et tous les parcours conseillés, donc que vous pouvez télécharger. Et alors, il y a peut-être un petit souci pour le téléchargement, mais il faut attendre quelques heures. En principe, normalement, ça doit être corrigé ce matin. Donc, vous retrouvez à chaque fois chaque parcours, donc le parcours gestion moteur avec tout ce qui a été présenté ce matin en actualisation et nouveautés, le parcours VEVH, le parcours transmission liaison au sol, le parcours électricité électronique et le parcours confort et sécurité. Et puis, donc, vous avez un moteur de recherche où vous allez pouvoir retrouver toutes les formations. Par exemple, je vais rechercher de cette façon-là. Et en cliquant, donc, vous avez le contexte de la formation qui vous est présenté, les informations clés, la durée, les prérequis, les objectifs. Vous avez le contenu de la formation, les méthodes, outils pédagogiques, les exercices et applications pratiques, les modalités d'évaluation. Vous pouvez télécharger la fiche de formation et télécharger également le parcours. Est-ce que ça a répondu à votre question? Alors, il y a une autre question. Est-il possible de disposer du PowerPoint dans la journée car nous animons justement ce soir une réunion pédagogique? Merci d'avance. Alors, on va essayer de les mettre à disposition sur le site dès cet après-midi. L'enregistrement du webinaire aussi sera accessible. Peut-être ça va nous demander un peu plus de temps pour le, mais peut-être, enfin, on va voir, on va essayer de le On va mettre. essayer de le mettre tout on va disponible essayer. en même temps. Vous le retrouverez dans la Oui. partie actualité, en fait, de... Là, vous retrouverez donc toutes les actualités avec les documents. Alors, Jacques, en fait, je suppose que la prévision de stage se fait avec les inscriptions sur Sophia. C'est là où il y a un problème, car comme les souhaits des profs ne sont pas tous acceptés, j'annule les inscriptions. C'est pour cela que l'on reçoit souvent des messages nous indiquant que tel ou tel stage ne peut pas être mis en place par faute de participants. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous remontez des besoins de formation, lorsque ensuite un stage est planifié, on vous propose une préinscription que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Donc évidemment, j'imagine que vous essayez d'accepter au maximum, mais que parfois cela est retoqué par votre organisme parfois. D'accord. Donc en fait, nous, la planification des actions de formation, elle se termine entre mi-octobre et fin octobre et les calendriers d'inscription sont ouverts à partir de début novembre en principe. Et c'est là que vous recevez des mails pour vous dire, voilà, est-ce que vous avez fait remonter un besoin de formation? Est-ce que vous acceptez l'inscription de votre formateur ou formatrice à telle date? Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'on vous demande de répondre. Si vous ne le faites pas tout de suite, en fait, vous pouvez ensuite vous reconnecter à Sophia et vous voyez toutes les formations qui sont en attente de réponse de votre part.
Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bah écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Et merci à nos experts métiers pour leur Merci à tous. présence et l'enrichissement de notre enrichissement à nous tous. Merci beaucoup, bonne journée et Merci. à votre Merci à disposition pour toute question. À bientôt, au revoir. Bonne journée. Merci Au revoir, beaucoup, bonne journée. journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.